Le premier point, comment s'articule le fait que le travail est la seule source de richesse et que la mondialisation néolibérale vise à réorganiser le travail à l'échelle planétaire d'un côté, et que d'un autre côté, ce soit les financiers qui aient pris le pouvoir dans les conflits internes aux classes possédantes. C'est tout simple. C'est que dans les années d'après-guerre, la rentabilité de l'activité industrielle a baissé. La productivité, pendant un moment, a baissé. Le profit et la productivité ont baissé sous l'effet des luttes ouvrières. Et donc, la rentabilité du capital devenait de plus en plus faible, voire même négative pendant un moment. Qu'est-ce que c'est qu'une rentabilité négative? Cela signifie que le patrimoine des classes possédantes est rongé, parce qu'on utilise habituellement l'expression partage de la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que c'est que le partage de la valeur ajoutée? C'est un partage qui s'opère sur les revenus générés par l'activité productive de l'année. Ça peut être plus ou moins élevé en faveur du travail ou du capital. Mais ça ne concerne pas le patrimoine, c'est-à-dire l'accumulation antérieure du capital. Or, pendant une période après 68, autour de 1968, il y a eu un rapport de force tel que ça n'était pas seulement les revenus du capital qui étaient déformés en faveur du monde du travail, mais aussi le patrimoine lui-même. Donc, dans l'activité industrielle, il y a eu, pendant cette période, une baisse très importante de la rentabilité du capital. Un certain nombre d'autres agents économiques, ceux issus de la finance, et d'ailleurs, si vous regardez la trajectoire d'un Seyer, bien connu, baron de son état, héritier des maîtres de forge Wendel, sa trajectoire illustre parfaitement cette évolution d'une partie des classes possédantes. Issus d'industrie, ils évoluent vers la finance. Parce que c'est vers la finance que l'on peut capter plus de profit, croit-il en tout cas, ce qui a été fait pour nous. Pourquoi, comment? Est-ce que c'est contradictoire avec le fait que seul le travail crée de la richesse? Oui et non. Parce que ce que fait la finance pour gagner de l'argent, c'est qu'elle ne crée pas, la finance ne crée pas d'argent, c'est le travail. Ce que fait la finance, c'est qu'elle capte l'argent du travail. L'argent fait ailleurs. Et donc, la finance va se greffer sur l'activité productive pour détourner à son profit une partie de l'activité productive et des revenus générés de l'activité productive, affaiblissant encore plus l'activité productive. Et donc, la question de l'émergence de la finance, c'est que ce gain réalisé par la finance sur les titres financiers pour l'essentiel, les actions et les obligations, se fait au moyen d'une inflation du prix des actifs financiers. Quand on regarde l'évolution du prix des actifs financiers, du prix des actions et des obligations, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des prix, c'est-à-dire des bulles successives qui vont générer du profit pour une partie de ces classes possédantes. Et d'ailleurs, c'est une des causes majeures de la crise, parce que dans cette politique de financiarisation, disons plus globalement dans les politiques de mondialisation, dans les politiques néolibérales, de mondialisation néolibérale, l'objectif est d'écraser les salaires par le libre-échange, par le chômage, etc. Mais en écrasant les salaires pour faire remonter les profits. Pourquoi ils écrasent les salaires? Pour faire remonter les profits.
Mais du coup, ils se privent des débouchés, puisque les gens, perdant du pouvoir d'achat, ne peuvent plus acheter autant qu'ils achetaient, autant qu'ils pourraient acheter. Et donc le système financier, particulièrement aux États-Unis, va développer, va provoquer l'endettement des ménages. L'endettement des ménages consiste à créer artificiellement de la croissance économique. C'est-à-dire, on pourrait dire à la limite, c'est une sorte de politique keynésienne, c'est une sorte de politique de la demande qui permet d'élargir, de libéraliser l'accès au crédit pour endetter les ménages afin que les gens disposent de quoi acheter ce que les firmes multinationales produisent. Mais ce système d'endettement généralisé arrive lui aussi là à son terme, c'est-à-dire ça fonctionne par séquence. Et là, nous sommes à la fin d'une séquence, la crise de 2007, la crise de 2008, on pourrait la résumer finalement à un mot, c'est la crise des salaires. C'est parce qu'on a écrasé les salaires de différentes manières qu'il y a la crise. Et que les réponses qui ont été données par le système, endettement, invention de produits financiers biscornus pour faire du profit totalement déconnecté de la réalité économique, ne font que repousser les contradictions dans le futur. Et ça explose. Plus tard, ça a explosé en 2007-2008. Les banques centrales, les États, sont venus soutenir les banques, les États défaillants, etc. Mais la séquence n'est pas terminée parce que les politiques d'austérité qui ont suivi ne donnent pas les résultats attendus. Donc, il y a des secousses encore qui vont se produire. Ensuite, sur la mondialisation, globalisation, etc., il ne faut pas se mélanger les pieds dans le tapis. Est-ce qu'il y a une différence entre mondialisation et globalisation? Il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas de différence. Là, d'ailleurs, il faudrait, s'il y en a, il faudrait les décrire, mais il n'y en a pas. La globalisation, c'est le mot anglais de la mondialisation. Voilà. C'est-à-dire, c'est la même chose. Et donc, quand nous, si on voulait faire la distinction entre mondialisation et globalisation, c'est un exercice parfaitement vain. Parce que c'est la même chose. La globalisation, c'est le mot anglais de la mondialisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, depuis la nuit des temps, il y a des tendances lourdes dans l'activité humaine, le voyage, le commerce, le déplacement, les mouvements de population. Ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf en la matière? Oui. Non. L'accélération. Oui, enfin, bon, bref, d'accord, l'accélération. Encore que ça mérite discussion. Parce que cette accélération, si elle existe, il faudrait la quantifier déjà, et il faudrait en connaître les motifs. Les motifs sont bien souvent provoqués par les politiques coloniales, néocoloniales, néolibérales, qui poussent les gens confrontés à la pauvreté à fuir. C'est-à-dire ce sont des mouvements contraints de population. Et donc, tout ceci mérite examen. Mais, à mon avis, il n'y a rien de neuf. Qu'il y ait du tourisme de masse, très bien, vive le tourisme de masse, aucun problème. Mais en quoi c'est un caractère politique, c'est un changement économique, politique, idéologique? Pas du tout. Vive le tourisme, ça continue, il n'y a aucun problème. Mais ça ne dit rien, le fait qu'il y ait du tourisme. Et donc, ce qu'il faut distinguer, c'est parce qu'après, on peut dire, la mondialisation, c'est penser à l'échelle mondiale. Mais on a toujours pensé à l'échelle mondiale. L'Église catholique a toujours pensé à l'échelle mondiale. César a pensé à l'échelle mondiale ce qu'était le monde à son époque. On a toujours pensé à l'échelle mondiale. Il n'y a rien de neuf. Franchement, il n'y a rien de neuf. Et deuxièmement, qui pense?
sociales qui pensent. Parce qu'une pensée ne naît pas de rien. Il y a bien des forces sociales qui pensent, et ce qu'elles pensent est déterminé par leur position de classe, c'est-à-dire leur rôle dans la société, leurs intérêts. Et en effet, il y a eu une pensée à l'échelle du monde, le marxisme. Marx a pensé le monde, c'est pas nouveau. Marx, il a pensé le monde, il a même créé la première internationale. Donc, je veux dire, nous, on serait plutôt dans cette filiation. Ce que fait Marx quand il analyse le capital, qui est un système monde, voire moderne, enfin, tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, et c'est ce sur quoi nous insistons, parce qu'on entend et on lit des choses tout à fait atterrantes. Par exemple, le premier, alors la mondialisation, certains nous disent c'est Jules César, d'autres nous disent c'est Christophe Colomb, etc. Mais tout ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire l'action politique des classes possédantes. C'est ça qui nous intéresse. Parce que là, il y a en effet une pensée à l'échelle mondiale pour refaçonner le monde, réorganiser le monde en faveur des intérêts des classes possédantes. C'est ça qui nous intéresse. Le reste est relativement anecdotique dans cette affaire-là. Parce qu'on va toujours trouver des choses intéressantes, mais nous ne les remettons pas en cause. On ne parle pas de ça, on ne parle simplement pas de la même chose. Nous parlons de l'action des classes possédantes. Oui ou non, existe-t-il des classes possédantes à l'échelle mondiale? Oui ou non? Oui, bien sûr. Est-ce que ces classes possédantes ont établi un ordre? Oui, bien sûr. Comment ont-elles organisé cet ordre favorable à leurs intérêts? En développant les firmes multinationales, en développant leurs médias, en mettant en place les instances multilatérales, en affaiblissant les souverainetés populaires. Ça, ce sont les questions qui nous intéressent au premier chef, le reste on le remet en cause. C'est ça notre sujet politique. Parce que le point commun à toutes ces histoires, Christophe Colomb, Jules César, je ne sais quoi, c'est qu'il ne faut surtout pas faire politique. Il ne faut surtout pas identifier les classes possédantes et le rôle qu'elles jouent à l'échelle internationale. Voilà, c'est ce rideau de fumée qu'il nous faut percer. Et donc la démondialisation, oui, alors Samir Ami appelle ça la déconnexion, c'est pareil. Simplement, dans la bataille politique, il faut choisir les bons mots. Il faut être dans les moments de débat politique, il ne faut pas être en jeu. Et quand il y a la montée d'un débat autour de la notion de démondialisation, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que nous pouvons nous raccrocher à cela et nous pouvons marquer des points. Ce que nous avons fait et que nous faisons en la matière. Alors, est-ce que du coup, il faut revendiquer une autre mondialisation, c'est-à-dire le mot d'ordre d'attaque? Non. Non. Parce qu'une autre mondialisation, ça voudrait dire qu'on croit qu'à court terme, on peut passer de l'ordre néolibéral mondial à un ordre différent. Nous avons un autre mot pour parler de cela. Nous parlons d'internationalisme. Attention, on fait nous de la politique. C'est-à-dire que nous devons choisir les mots qui correspondent à notre filiation et à notre perspective. L'autre mondialisation, qui n'a aucun contenu, c'est un mot creux, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire c'est le socialisme du XXIe siècle. Donc nous avons un travail
d'explication, de définition sur nos objectifs, parce qu'il faut qu'on soit cohérent. On ne va pas prendre des bouts comme ça de définition ou de choses non définies qu'on va coller les unes et les autres sans cohérence. Il y a une cohérence, notre action sincère dans une perspective qui est celle du socialisme, d'un socialisme du XXIe siècle. C'est donc une vision mondiale. Pourquoi agiter un nouveau mot non défini qui viendrait masquer notre objectif, qui est un socialisme du XXIe siècle? Pourquoi? Quelles sont les justifications qui permettraient de faire ça? On peut le faire, mais à condition d'avoir des arguments solides. Pour nous, pour le moment, nous en sommes à cette perspective, celle d'un socialisme du XXIe siècle, qui est une vision mondiale. Alors on peut dire, c'est une forme de... Oui, si certains veulent dire ça, mais qui disent ça, ça ne pose aucun problème. Simplement pour nous, l'objectif, c'est un socialisme du XXIe siècle qu'il faut définir, que nous avons commencé à définir déjà. On ne part pas de rien. Alors, autre point sur l'illusion du mouvement social. En effet, ça c'est pas pour nous faire plaisir, mais il est vrai qu'à l'échelle mondiale, on ne voit pas de lutte coordonnée à l'échelle mondiale. On peut le regretter, mais c'est une réalité. La seule tentative qui a été faite à l'échelle mondiale, ce sont les forums sociaux internationaux. Et on voit que ça a été l'échec. La réflexion et l'analyse de cet échec n'a pas été faite par le mouvement intermondialiste. Elle n'est pas faite. Cet échec est masqué. Et le mouvement intermondialiste continue à faire croire que ça existe, alors que ça n'existe plus. C'est une forme épuisée. Alors, il faudra qu'on procède à cette analyse. Il y a déjà eu des choses qui ont été dites. Mais on peut, je pense, avancer l'idée que nous avons déjà avancée il y a déjà un certain nombre d'années, que les forces de dépolitisation qui étaient au sein du mouvement intermondialiste, en empêchant précisément la politisation de ce mouvement, ont empêché une vision claire de la perspective, des rapports de classe et de ce qu'il fallait faire. Ça, c'est un point qui paraît tout à fait important, la dépolitisation. Et puis, la deuxième cause, qui est liée à la première, c'est, encore une fois, on retrouve la question nationale. C'est le fait que tous ces mouvements, une grande partie de ces mouvements, étaient animés, pour certains, d'une véritable haine de la nation. Et qu'à partir de là, ils ne pouvaient pas articuler les luttes au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Dès lors, ils sont tous ciblés sur le niveau mondial, qui était dès le départ une impasse. Encore une fois, parce que l'espace mondial, c'est un espace vide de peuples, dans lequel il n'y a pas de souveraineté, dans lequel ceux qui fabriquent la culture, ceux qui fabriquent les idées, ceux qui fabriquent les objets, ce sont les firmes multinationales. Et donc, il n'y a pas de place pour les peuples. Ça a échoué pour ces raisons-là. Si on descend d'un cran à l'échelle européenne, la Confédération européenne des syndicats veille au grain. Elle est là pour empêcher les convergences des luttes à l'échelle européenne. Elle est payée pour ça. Et les bataillons de syndicalistes financés sur le budget européen passent leur journée à cela. C'est quand même étonnant de voir combien la crise de la zone euro et de l'Union européenne est profonde, combien le chômage atteint des proportions inouïes, comment la pauvreté écrase des dizaines de millions de personnes, et en face de cela, l'inertie de la Confédération européenne des syndicats, c'est proprement scandaleux.
Ils font tout pour empêcher. Alors, il faut, encore une fois, essayer de le faire converger. Mais la réalité, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les luttes sociales à l'échelle européenne et à l'échelle nationale sont plutôt en voie de délitement. Sur les retraites, par exemple, c'est calamiteux. C'est du délitement. La Grèce, on nous dit solidarité avec les Grecs, les Espagnols, etc. Bien sûr. Mais sur le plan pratique, qu'avons-nous fait pour lutter avec les Grecs, pour lutter avec les Portugais? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grève coordonnée? Par exemple, dans les pays du Sud les plus frappés, Grèce, Espagne, etc., ça aurait été certainement enthousiasmant. Ça n'est pas le cas. Et donc, il faut en tirer toutes les conséquences pratiques. C'est pour ça que c'est un nouvel argument, un argument qui n'est pas le meilleur, je le reconnais. Mais le fait que nous sommes face à ce délitement des luttes au niveau européen, par exemple, ne fait que renforcer la nécessité de solutions nationales unilatérales. Parce que nous pouvons jouer, nous, ou peut-être un autre pays, la Grèce, par exemple, ou le Portugal, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais il y aura la force de l'exemple. Et la force de l'exemple dans l'histoire, eh bien, montre que ça peut entraîner derrière. Hein. On l'a vu en 1789, on l'a vu en 1848. Il y a